Bonjour à tous. Alors, bon, désolé pour... vous êtes surpris, je pense, de ne pas voir Valentin. Valentin est bloqué au sommet du droit euh, actuellement, donc je prends sa place de toute manière. Aujourd'hui, c'était pas Valentin qui allait parler, c'était Émeric de Besnac, qui est à ma gauche, à ma droite Bonjour à sûrement pour tous. vous, qui va nous parler des outils digitaux. On va commencer tranquillement et je pense que la plupart vont continuer à venir après. N'hésitez pas pendant ce webinaire à poser des questions pendant et à la fin. L'idée, c'est aussi qu'on prenne un temps pour vous répondre et prendre ce temps-là. Et voilà, on va commencer tranquillement. Donc, Émeric, je te laisse te présenter. Donc, allez, vas-y. Oui, Émeric de Besnac, avocat au barreau de Paris. Ça fait à peu près 7 ans que j'ai prêté serment. Je suis installé à mon compte depuis juillet 2021. Je fais du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et une activité accessoire de conseiller en management, donc plutôt auprès d'entreprises, voire de cadres. Et donc une activité très orientée vers le conseil avec un peu de contentieux mais à la marge. Top. Moi, du coup, je me présente vite fait. Louis Gaillot, je m'occupe du marketing chez Anomia. Et on enchaîne. Donc, parle-nous un petit peu des outils digitaux. Quels sont les outils que tu voulais nous présenter? Et puis après, on va essayer de voir concrètement comment les utiliser, comment les mettre en place dans votre activité. Et derrière, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions. Oui, très bien. Je suis arrivé aux outils digitaux par tout le débat qui s'est cristallisé autour de l'accès aux décisions de justice et à la prédictibilité des décisions. Bon, il se trouve que j'ai pas trop recours à ces outils-là dans le cadre de mon activité. En revanche, j'étais très intéressé par ce que proposait le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris sur les outils digitaux. Et à ce titre, j'ai le titre pompeux d'ambassadeur du numérique, sachant qu'on est 80 ambassadeurs du numérique pour le barreau de Paris, mais on est là pour faire découvrir les outils. Alors, ceux dont je me sers le plus souvent dans mon métier, c'est des outils développés par le CNB qui sont en libre accès ou qui sont soumis au paiement d'un forfait de l'ordre de 10 euros, d'une somme de 10 euros. C'est vraiment très modeste. Et le premier que j'utilise, c'est le e-partage. On l'ignore et j'ai beaucoup de confrères qui envoient des pièces, notamment par WeTransfer, sans avoir de visibilité sur la confidentialité de ces pièces et sur la sécurité de ce mode d'envoi. Et il faut savoir que le CNB a mis en place le e-partage sécurisé qui, pour le coup, est totalement gratuit et qui vous permet de déposer des pièces sous format zip et de contrôler la sécurité de l'envoi. C'est-à-dire que vous pouvez choisir que les pièces soient disponibles un jour, une semaine comme e-transfert, voire un mois, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Vous pouvez choisir de mettre en place un mot de passe que vous donnez à votre destinataire. Le grand avantage, c'est que l'envoi est sécurisé et qu'en matière de secret professionnel, vos pièces ou vos documents sont sécurisés aussi. Ça, c'est le premier outil et il est utilisable notamment dans la nouvelle version du RPVA. Alors, je vais parler très vite du RPVA parce qu'il faudrait faire une démonstration en bonne et due forme. Mais sachez que la nouvelle version du RPVA va bientôt entrer en vigueur. C'est une affaire de semaines maintenant. Et c'est un RPVA qui ne se concentre plus sur les procédures en tant que telles. C'est-à-dire que dans l'ancien RPVA ou le RPVA actuel, vous avez vos procédures et pour chaque procédure, vous avez les messages et les échanges de pièces, etc., etc. Avec le nouveau RPVA, vous avez un classement par dossier. Et un dossier peut contenir plusieurs procédures. Une procédure GEX, une procédure d'appel, etc., etc., etc. Et il faut que vous sachiez que dans cette nouvelle version du RPVA, que je trouve personnellement beaucoup plus ergonomique, avec plus d'espace de stockage, vous avez la possibilité de transmettre vos pièces par le e-partage. Ce qui est un sacré changement par rapport à la version actuelle qui complique pas mal de choses. Donc, deux outils. Un outil que j'utilise régulièrement, c'est le e-partage, et puis le RPVA V2,
sachez que vous pouvez vous former à l'utilisation du RPVA V2 parce que le barreau de Paris et le FB proposent des formations régulièrement. Donc, inscrivez-vous si vous voulez en savoir plus. C'est des formations qui sont vraiment utiles. Sachant qu'en plus, nous, pour le e-partage, pour donner un petit exemple concret, ne serait-ce qu'en termes de développement et en termes de satisfaction client, je vous invite à écouter le podcast qu'on a fait avec Claire Torgman, qui est directrice juridique du groupe Barrière et qui pousse et qui met sur un piédestal l'importance de la sécurisation des fichiers, de l'envoi et qu'elle a horreur de recevoir, par exemple, elle raconte des lettres avec écrit confidentiel en rouge en gros, parce qu'en fait c'est là où tout le monde va mettre son nez dedans et ce type d'outil, effectivement, le transfert c'est un peu plus, je pense, dangereux, etc. Donc, ouais, on n'a aucune maîtrise sur WeTransfer. Le CMB n'a aucune maîtrise dessus. Un autre outil qui est intéressant et que j'utilise notamment pour mes conventions d'honoraires, c'est l'outil e-acte d'avocat ou e-convention d'honoraires. Ça m'arrive d'avoir des clients cadres et donc comme c'est une personne physique, je suis tenu de conclure une convention d'honoraires. Le seul problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il en est de votre pratique, mais les clients, je les reçois de moins en moins au cabinet. Donc, ou à la limite, je les reçois une première fois pour faire un peu le point sur leur dossier, mais c'est tout. Et donc, quand il s'agit de conclure une convention d'honoraires, c'est toujours la croix et la bannière, parce que le client oublie de me la renvoyer signée, ou il imprime un PDF, il signe, mais il renvoie juste le PDF, etc., etc. Le Conseil national des barreaux a mis en place e-acte d'avocat, qui est un système dans lequel vous pouvez déposer votre convention d'honoraires que vous aurez rédigée préalablement. Vous rentrez vos coordonnées, les coordonnées du client, et ensuite il y a un système de signature électronique qui se met en place. Et là, pour le coup, c'est très utile parce que la signature, elle intervient rapidement. Il n'y a pas d'aller-retour infini entre l'avocat et son client. Et l'avocat peut signer la convention. Ça, c'est un outil précieux. Et il y a un outil qui est voisin, et c'est pour ça que j'en parle en même temps, qui est l'e-acte sous signature privée. C'est un type d'acte électronique distinct parce que c'est un acte dans lequel l'avocat ne concourt pas. L'avocat ne va pas signer l'e-acte sous seing privé. Il va seulement organiser la signature. Et ça, c'est un outil que j'utilise notamment quand je conclus des transactions ou des accords avec le confrère. C'est un système qui est intéressant parce que l'avocat qui va initier la procédure de signature va définir le nom des parties, etc., glisser le protocole d'accord transactionnel, par exemple, mais il a la possibilité d'inscrire un avocat validateur, donc un avocat qui va valider le processus, et ça va être naturellement l'avocat de la partie adverse, de sorte que deux avocats peuvent contrôler la procédure de signature, faire les relances le cas échéant, et ça permet d'éviter les aléas d'un rendez-vous physique quand les parties n'ont pas forcément envie de se rencontrer ou qu'elles habitent à l'autre bout de la France, etc., etc. Ce qu'il faut juste savoir dans ce cadre-là, c'est qu'on a une signature électronique, mais une signature électronique simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une signature avancée ou une signature qualifiée. C'est-à-dire qu'on a des éléments d'authentification, par exemple le mail, l'adresse email de la partie, sa date de naissance, son numéro de téléphone. Quand on signe l'acte sous seing privé électronique, on reçoit un dossier de preuve du CNB que l'avocat doit remettre à son client. C'est un dossier de preuve qui permet de prouver qu'effectivement, c'est bien le client, monsieur Untel, qui a signé. Mais cette preuve, elle tient jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, parce qu'il y a d'autres niveaux de signature électronique qui requièrent notamment des sceaux électroniques ou des certificats qu'on remet après un échange des visus en face à face. On n'est pas sur ces niveaux de sécurité-là. On est sur un premier niveau de sécurité qui est satisfaisant, mais il faut savoir que c'est pas
le niveau de signature optimum qualifié. Alors, je vois une question. Est-ce que pour la signature de convention d'honoraires, l'avocat signe de manière électronique aussi? Oui, oui, oui. Pour la convention d'honoraires électronique, l'avocat et le client signent sur la plateforme. Et l'avantage de ces deux systèmes, encore une fois, c'est un peu comme pour le e-partage, c'est que c'est un système qui est maîtrisé par le CNB. Donc en matière de secret professionnel, on est dans les clous. Il y a beaucoup de confrères qui utilisent DocuSign, par exemple. DocuSign, c'est une solution qui est très pratique, effectivement, mais en matière de secret des données, de secret professionnel, on n'est pas vraiment en ligne avec notre déontologie. Donc voilà pour les outils de signature. Après, j'avais d'autres choses à vous présenter, deux autres outils. Le premier, il s'appelle Opalex. C'est pour les confrères qui participent à des expertises judiciaires. Le CNB a développé Opalex, qui est un outil qui vise à faciliter les rapports entre les parties et les experts, notamment dans le cadre de la transmission de dires ou de pièces. Aujourd'hui, les experts, il y en a encore beaucoup qui travaillent à l'ancienne, à envoyer des courriers pour réclamer des pièces, ou dans les meilleurs des cas, envoyer des mails où ils demandent des pièces, etc. Et on se perd dans les échanges. Et Opalex a l'avantage d'être d'un fonctionnement simple, assez intuitif, et permet de centraliser les échanges et les pièces. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le consulter bien évidemment sur la plateforme du CNB. On enverra un mail récap avec tous les documents et j'ai repéré d'ailleurs un PDF qui était plutôt bien fait. Ouais. Alors, il faut que vous sachiez que en matière d'assistance, le CNB est très efficace. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir recours à l'assistance du CNB et j'ai toujours été rappelé dans la demi-journée avec un interlocuteur compétent qui est là pour nous aiguiller, pour rectifier le tir. Vraiment, j'ai la qualité du service rendu par le CNB en matière d'assistance est très bonne. Est-ce que tu as d'autres outils à nous... Alors, j'ai un dernier outil à vous présenter, c'est le cloud. Alors, il y a deux solutions de cloud qui existent. Il y a le cloud du CNB et le cloud du barreau de Paris. Donc, je vais vous parler des deux par souci d'équité. Le cloud du CNB, il est lié à la messagerie professionnelle que chacun d'entre nous peut ouvrir sur son espace professionnel sur la plateforme du CNB. On a tous une adresse professionnelle du CNB qu'on n'utilise pas forcément. Moi, je l'ai ouverte notamment pour bénéficier du cloud parce que j'ai pas de serveur pour le moment. Voilà, j'en ai pas un besoin fou, mais j'ai de temps en temps besoin de partager avec mon juriste des éléments et je veux pas que ça se perde dans la nature. Donc, j'ai mis en place le cloud du CNB de sorte que je puisse mettre sur une plateforme des éléments de dossier pour permettre à mon juriste d'en prendre connaissance et de les modifier en direct. L'espace de stockage de mémoire, il est de l'ordre de 80 gigaoctets, donc ça ne va pas vous permettre de stocker tous vos dossiers, toutes vos procédures dessus. C'est pas vraiment fait pour ça, c'est plus un espace d'échange de documents. Mais c'est déjà satisfaisant. Et le barreau de Paris a développé une solution. Alors, on pourrait se dire pourquoi est-ce que le barreau de Paris et le CNB sont concurrencés là-dessus. En fait, la raison, elle est très, très prosaïque. C'est que dans le cadre des attentats de 2015, avec toutes les victimes et tous les confrères qui sont intervenus, il a été nécessaire de mettre en place une plateforme d'échange entre les clients et leurs avocats, et le CNB a conçu son propre cloud qui, de mémoire, a une charge de 60 gigaoctets avec des modules complémentaires qu'on peut acheter. Le cloud du CNB, il est gratuit. Le cloud du barreau de Paris, c'est 80 € par an, donc c'est pas grand-chose, avec des modules qu'on peut développer. Et dans les deux cas, on peut aussi se servir du cloud pour échanger avec ses clients. Vous avez des pièces que vous voulez faire examiner par votre client ou des documents que vous voulez faire rectifier par votre client, vous pouvez les mettre sur le cloud. Dernière info sur le cloud du CNB, il est donc accessible via la messagerie
du CNB que vous trouverez sur votre interface pro. Le cloud du barreau de Paris, il n'est pas encore mis en ligne. Il y a des préinscriptions, mais il n'est pas encore effectif. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la question des outils digitaux proposés par le barreau. Encore une fois, vous pouvez vous former via l'EFB pour les Parisiens ou via vos barreaux pour les confrères qui sont dans d'autres barreaux, sachant qu'il y a des ambassadeurs du numérique qui sont normalement dans chaque barreau de France. Et l'essentiel, c'est de se souvenir que ces outils digitaux, ils sont là pour servir nos clients, en fait, et que on n'est pas obligé de les utiliser si c'est pas d'un maniement simple pour les clients. L'objectif, c'est que le client soit content de ce qu'on propose. Top. Pour faire un petit parallèle avec nous, ce qu'on peut proposer pour les avocats et pour notamment leur développement, parce que on propose rien en termes de production, on ne propose rien en termes de partage ou de cloud. C'est d'autres marques dont je vais vous parler qui nous proposent. Mais vous, pour votre développement, vous pouvez avoir pas mal de besoins. Par exemple, hier, on faisait notre crémaillère chez Anomia et on me demandait comment faire une newsletter, avec quel outil utiliser, etc. Donc, vous avez un paquet d'outils marketing qui peuvent être utilisés pour faire une newsletter ou pour faire des templates de mails sympas. Vous avez, chez nous, on utilise Sendingblue pour ceux qui sont inscrits à nos newsletters, etc. Vous avez Mailchimp, vous avez d'autres choses. Pour le coup, ce qu'on avise chez Anomia quand même, c'est d'aller voir un peu ce que font les ERP et les CRM spécialisés pour votre activité. Alors, vous le savez, pour la plupart, on a été acquéris par Xelia dernièrement, qui détient la marque Diapaz. Et Diapaz, c'est un ERP qui est spécialisé pour votre activité et en fait qui vous permet d'avoir tout au long de la gestion de votre clientèle, que ce soit de l'acquisition avec un petit bloc CRM, que ce soit de la production, que ce soit de la satisfaction, où il peut vous aider pour gérer vos temps, gérer votre facturation, faciliter la facturation avec vos clients, créer des questionnaires de satisfaction. Voilà, tout de l'acquisition au rayonnement, à la notoriété, jusqu'à la production et jusqu'à la fidélisation de votre clientèle. Donc nous, on vous invite. J'ai fait un webinaire il y a quelques mois déjà avec Vincent Coutancet, qui vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Et je vous enverrai un petit mail. Dans mon petit mail de récapitulatif, je vous enverrai ses coordonnées pour en parler. C'est des outils qui vont vous faire gagner énormément de temps, parce que vous allez gagner du temps aussi bien dans la gestion de votre clientèle, dans vos rappels, dans la mise en place de vos process, et aussi dans la création et dans les moyens de mettre en place des actions de notoriété et d'acquisition. Vous allez gagner tout ce temps de production, tout ce temps de cerveau. C'est un deuxième cerveau que vous mettez sur un ordinateur et qui va vous aider au fur et à mesure, une fois que vous l'avez bien pris en main, à gérer votre activité. Et l'idée, c'est aussi d'un ERP comme Diapaz, c'est aussi de se dire un ERP comme Diapaz ou un ERP comme un autre, c'est d'aller voir ce qu'ils font directement sur leur site, d'aller voir un petit peu ce que fait la concurrence et après d'adapter l'outil par rapport à vous, votre activité. Donc voilà, allez voir ce que fait Diapaz, allez voir ce que font les autres. Alors juste techniquement, ERP. ERP, c'est je sais même plus. C'est CRM, Customer Relationship Manager. ERP, je crois que c'est plus global et ça englobe tout le côté process de facturation, etc. Donc c'est un vrai outil de gestion. J'ai oublié c'était quoi l'acronyme. Ouais, alors d'ailleurs à ce titre-là, peut-être que vous avez déjà découvert le RPVA nouvelle version, peut-être pas, mais il y a une question récurrente qu'on nous pose, formateur, quand on est sur le RPVA, on dit mais est-ce que le RPVA me permet de gérer mes dossiers? L'interface elle est extrêmement pratique parce que effectivement on peut faire du e-partage sécurisé, on peut gérer ses procédures par dossier et non plus par procédure justement. On a les contacts clients, etc., mais c'est pas un logiciel de gestion de cabinet pour le coup. Il faut bien garder en tête. Il y a un agenda, mais l'agenda, par exemple, ne pourra jamais être lié à l'agenda Google du cabinet s'il y en a un, pour des raisons de secret professionnel, justement.
Alors après, dans les outils qui existent et que j'utilise quotidiennement, il y en a qui ne sont pas proposés par le CNB, mais je vous en parle parce que pour moi, c'est très utile. Un outil très simple, libre d'accès, ça s'appelle PDF SAM. Quand on a des dossiers contentieux, on se retrouve avec quantité de pièces, qu'elles soient données par le client ou par les adversaires. Et ces pièces, elles sont souvent en désordre, il faut souvent les retrier. J'ai en tête notamment des confrères qui envoient des pièces 1 à 14 sous un seul bloc. Et l'outil PDF SAM, il peut être téléchargé gratuitement et il permet de découper ces documents, d'en fusionner, d'enlever les pages blanches, etc., etc. Et je trouve que ça fait gagner un temps précieux à la photocopieuse parce qu'on n'a pas à fractionner ces documents. Donc PDF SAM, libre d'accès. Il y a des confrères qui utilisent tampon numérique pour tamponner leurs pièces. Alors moi, je ne fais pas assez de contentieux pour l'utiliser, mais je pense que ça vaut le coup effectivement d'utiliser cet outil plutôt que de perdre son temps à imprimer toutes ces pièces et à les tamponner. Il y a un autre outil que j'utilise aussi, c'est le coffre-fort numérique. Comme on est soumis au secret professionnel, il faut que nos dossiers soient absolument inviolables et quand on travaille sur ordinateur portable, on peut se faire voler son ordinateur portable d'un moment ou un autre. Bon, moi ça m'est jamais arrivé, mais il y en a à qui ça arrive. Et le coffre-fort numérique, c'est une application qui va être gratuite aussi, qui vous permet d'installer un coffre-fort sur votre ordinateur et de loger tous vos dossiers dans ce coffre-fort. De sorte que si vous arrêtez votre ordinateur et qu'on vous vole votre ordinateur, par exemple, on ne peut pas accéder à ce coffre-fort. Et pour accéder à ce coffre-fort, il faut remplir un mot de passe de sorte que vous puissiez avoir accès à ces dossiers qui sont cryptés. Voilà, c'est quelque chose qui est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais qui donne davantage de sécurité à vos dossiers. Il faut juste se discipliner pour le soir bien fermer son ordinateur de sorte que le coffre-fort se referme. Sinon, il reste, si votre ordinateur est en veille, il va rester ouvert. Bon. Dernière chose qui me paraît utile de partager avec vous. Ah oui, alors, pardon, je vois une question. Le coffre-fort numérique est en local ou accessible sur un autre ordinateur? Alors, moi, je l'utilise en local sur mon ordinateur, mais à mon avis, on peut le dématérialiser. Alors, je ne suis pas informaticien, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer techniquement comment ça se passe, mais oui, à mon avis, on peut y accéder d'ailleurs. Si vous voulez, je peux vous donner en direct le nom de la solution. Si je l'ai noté, c'est CPP, le coffre-fort numérique CPP. Mais de toute façon, on vous enverra les infos après le webinaire. Tous les liens. La dernière chose, alors là, on s'éloigne des solutions numériques proprement dites et on va plutôt vers le legal design, pardon. C'est les infographies. Ceux d'entre vous qui regardent un peu sur LinkedIn ce qui se passe voient régulièrement des confrères qui font de la vulgarisation du droit, souvent, par le moyen d'infographie. L'infographie qui va détailler, ou plutôt, qui va plutôt synthétiser un point de droit en une page avec de l'écrit, mais aussi des images, des schémas, des flèches, etc., des couleurs. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du legal design parce que ça prendrait beaucoup de temps. Il y a déjà des podcasts qui existent chez les uns chez les autres sur ce sujet-là. Mais cette pratique, elle me parle parce que je me rends compte que le client, il a de moins en moins d'attention. Que quand je plaide et que je dépose des dossiers au conseil de prud'homme, mon dossier n'est pas lu, mes pièces sont pas examinées. Et que quand le client reçoit des mails, il lit la première ligne, mais ça s'arrête assez vite. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour augmenter les capacités d'attention de mes clients? Alors, j'utilise un outil qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, qui est gratuit d'utilisation,
mais vous pouvez payer un abonnement de l'ordre de 180 € l'année et ça vous donne accès à des fonctions intéressantes. Et cet outil, comment je l'utilise? Eh bien, si on se place du côté de la juridiction, que j'ai fait des conclusions de 30 pages, voire 40 pages, alors j'essaie toujours d'éviter de dépasser ce nombre de pages, que je sais que ces conclusions sont jamais intégralement lues, eh bien, dans mon jeu de conclusion, après la présentation des parties, donc en deuxième page, je vais loger une infographie. Et par exemple, pour un contentieux prud'homal, cette infographie d'une page, elle va parler de l'organigramme. Elle va expliquer l'historique du contrat. Et elle va expliquer aussi les raisons du contentieux. Par exemple, j'ai un contentieux sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse. J'ai fait un schéma et en 5 points, 5 bulles autour de la bulle centrale, je vais expliquer les raisons du licenciement. Et le cas échéant, je vais indiquer aussi les numéros de pièces attachés à chaque motif. De sorte que si mon conseiller prud'homal est paresseux, il regardera juste l'infographie parce qu'il se dira « Ah, il y a la couleur, c'est sympa, c'est intéressant ». Et il verra tout de suite en un coup d'œil la substance du contentieux. Vis-à-vis du client, l'infographie, je l'utilise de la manière suivante. Quand j'ai des audiences, je fais toujours un compte-rendu d'audience, même si c'est une audience de renvoi ou une audience de conciliation, je fais toujours un compte-rendu. Voilà, écrire au client pour la bonne règle, je vous rends compte de l'audience, du temps qui s'est déroulé devant le Conseil de prud'homme de Paris, pris en sa section d'encadrement, blablabla, c'est trop long. Donc maintenant, je fais une infographie, on va dire de la taille d'une demi-feuille A4, et je vais mettre les informations principales. La date de l'audience, la date du renvoi, si c'était une audience de plaidoirie, en une ligne, les arguments de la partie adverse, les arguments que j'ai développés, et puis la date de délibéré. Et ça, le client apprécie parce que ça lui permet d'avoir en un coup d'œil toutes les infos sans avoir à lire de la littérature. Dernier exemple très concret, ça m'arrive de faire des audits, notamment des audits de contrats de travail. Alors à un moment, je faisais des documents Word avec la catégorie, l'article du contrat et une flèche verte quand tout allait bien et une croix rouge quand ça allait pas bien. Avec l'infographie, je peux rendre les choses plus lisibles en mettant des pictogrammes en fonction des articles, toujours le système de croix rouge, flèche verte, mais c'est beaucoup plus lisible en fait, et le client apprécie parce que pareil, en un coup d'œil, il a compris de quoi il en retourne. Ça ne me dispense pas, en revanche, de faire une consultation en bonne et due forme à côté. Par sécurité, je fais toujours une infographie pour que le client comprenne, mais une consultation classique pour aussi couvrir ma responsabilité professionnelle et que le client puisse pas dire vous m'avez juste envoyé une infographie, j'avais pas toutes les infos, j'ai pas compris, etc., etc. Top. Sachant que Canva, vous pouvez aussi l'utiliser pour des choses de l'ordre de l'acquisition, en faisant des designs, des carousels, des choses relativement faciles à prendre. C'est du copier-coller, des fois je prends un modèle, je le modifie à ma sauce, je prends mes couleurs et je change. Et ça vous permet de communiquer beaucoup plus facilement, vous n'avez pas forcément accès à un graphiste, etc. Et effectivement, c'est des outils qui sont gratuits et faciles à prendre en main. Et pareil pour développer et pour se lancer un peu dans le design, c'est un bon plan. Je vous invite à écouter le podcast de François Fagot aussi qui parle de legal design, et celui de Sophie Lapissardi qui vont un peu plus loin sur ce sujet. Et c'est très apprécié, je pense, chez les clients. Ouais. Ce qui est normal de rendre accessible. En fait, c'est du pré-mâché. Enfin, entre nous, c'est du pré-mâché. Ça évite d'avoir à trop se concentrer et, voilà, et les clients sont contents. Et puis, mine de rien, là aujourd'hui, je devais rédiger une consultation. Je l'ai commencé sous forme d'infographie. Et à titre personnel, ça m'aide aussi à structurer ma pensée avant de construire ma consultation Word. Parce que
comme on est sur un schéma, un format simplifié, bah, ça m'aide à aller tout de suite droit au but et à articuler les choses. Mais effectivement, Canva, c'est en quelque sorte un graphiste dématérialisé. Vous n'êtes pas obligé d'être graphiste pour vous lancer là-dedans. Il y a des modèles tout faits, en fait, que vous pouvez adapter et de sorte que vous prenez en main petit à petit l'outil. Et quand vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez inventer des choses. Moi, ça m'a pris grosso modo 1 an pour vraiment bien maîtriser l'outil. Mais il y a 1 an, je faisais déjà des choses parce que j'avais les modèles pour m'aider. Bien sûr. Et puis ça va, vous allez gagner un temps fou, parce que c'est des choses qui prennent énormément de temps, alors qu'avec des outils comme ça, ça peut vous prendre 10 minutes selon ce que vous faites. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui prend du temps, c'est de faire ses matrices. Sa matrice d'audit, sa matrice de compte-rendu d'audience, sa matrice de synthèse des conclusions. Bah, voilà, ça prend du temps. Mais une fois que vous avez votre matrice, après, vous la réutilisez indéfiniment. Vous l'adaptez et ça se fait très bien. Top. Est-ce que tu as d'autres outils, Émeric, là, je crois qu'on est plutôt complet. Fait pas mal. Hein. On enverra ici d'un petit récap avec plein de liens et vous irez piocher ce qui vous intéresse. Est-ce que certains d'entre vous ont des petites questions? Mais je pense que vous auriez posé vos questions. Déjà, j'avais vu que Frédéric avait levé la main, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas. Tu peux poser ta question dans le chat, Frédéric. Mais je pense qu'on est bon. On a peut-être répondu au fur et à mesure. Et bah top. Voilà, si je devais... oui. Je crois qu'on a une question. C'est moi. Non, mais c'est moi en cliquant. Hop là. Si je devais... C'était une erreur. Ah bah voilà, bah, super. Top vos recommandations. Voilà, si je devais juste ramasser mes propos en 30 secondes, c'est primo, l'ordre des avocats et le Conseil national des barreaux ont des solutions digitales pour nous aider, qui sont en général gratuites. La seule qui n'est pas gratuite, à ma connaissance, c'est l'acte électronique sous seing privé qui réclame 10 €. Voilà. Donc, pas grand-chose. L'assistance du CNB est efficace. Et ensuite, l'objectif de tous ces outils, c'est de vous aider dans votre métier, c'est de vous servir et in fine de servir vos clients. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec tel ou tel outil, vous ne forcez pas à l'utiliser. L'objectif, c'est de vous aider toujours. J'ai quand même une question. e-Act ne passe pas au niveau du greffe comme DocuSign, n'est-ce pas? Alors, e-Act ne passe pas au niveau du greffe comme DocuSign. Donc, e-Act, j'imagine que c'est... alors, il y a deux choses. Les actes e-Act électronique sous seing privé, ça c'est sûr que le greffe va pas être concerné par le process. Pour e-Act d'avocat, je ne sais pas du tout. Donc, vous pouvez toujours soit poser la question directement au CNB, parce qu'il y a une foire aux questions, on peut leur poser des questions, ou sinon je peux relayer votre question. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Top. Frédéric, que je vois demain d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et ben merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. On va vous envoyer un petit récapitulatif dans les jours qui viennent. Et voilà, profitez de ces outils. C'est des outils qui sont gratuits. Canva, c'est gratuit. Et puis si au bout d'un moment vous avez trop de besoins et vous voulez passer au niveau supérieur, vous appelez, vous regardez un peu ce que font les CRM et il y a beaucoup d'outils qui sont pour le coup payants, mais qui peuvent vous faire gagner un temps fou. Et en fait, le temps derrière sera rentabilisé rapidement. Et puis les stagiaires sont aussi une ressource précieuse. Ouais. Non mais mine de rien, c'est vrai, vous mettez un stagiaire pour qu'il découvre Canva et qu'il vous forge des matrices, lui ça va l'intéresser parce qu'il va apprendre des choses et il pourra se servir de ses compétences, et puis vous, ça vous fait gagner un petit peu de temps. Et j'en profite parce que j'en parlais hier avec un avocat qui me disait qu'il avait peur d'avoir un stagiaire Enfin, il n'avait pas peur, mais il ne se voyait pas l'avoir à temps plein, etc. Il y a énormément de stagiaires qui ne trouvent pas de stage parce qu'ils sont en temps partiel, etc. Et c'est un bon moyen d'avoir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des stagiaires, des premiers touches de management pour vos développements, pour vous aider dans l'écriture d'articles, dans vos designs, etc. Souvent, en plus, les jeunes ont peut-être plus tendance à prendre en main les outils comme Canva, etc. Donc, profitez-en. Eux, ils adorent ça et ils vont aussi découvrir ce que c'est d'être un avocat et de développer
et de communiquer, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder effectivement ouvrir vos équipes dans ce cadre-là. Top. Bah, merci à tous. Merci. Bonne journée, bonne soirée plutôt, et à très vite.